Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bien entendu, l'émission d'aujourd'hui sera intégralement consacrée aux 3 journées qui ont ébranlé la France. Mercredi, 10 journalistes et collaborateurs de Charlie Hebdo et 2 policiers qui tentaient de les protéger étaient froidement abattus à la Kalachnikov. Jeudi, c'est une policière municipale qui perdait la vie à Montrouge. Et vendredi, 4 juifs étaient tués, escalités si on ose dire, dans une épicerie cachère de Vincennes. 17 victimes assassinées par des foudalas qui entendaient venger le prophète. Les 3 assassins sont morts dans les assauts. Ces actes odieux, évidemment, ont été unanimement dénoncés et ont suscité une ferveur populaire sans précédent et une émotion planétaire. Hier, BFM affichait en incrustation un nouveau logo, 66 millions de Charlie. Alors Alain Finkielkraut, je ne sais pas si vous êtes Charlie, mais vous souvenez-vous de ce que vous avez pensé en apprenant la nouvelle ? À l'instar de tous les autres Français, j'ai été frappé au cœur par l'assassinat des journalistes et des caricaturistes de Charlie Hebdo. Et j'ai pris spontanément le deuil, comme si ces morts faisaient partie de ma famille. Car quand bien même je ne les ai pour la plupart pas rencontrés, c'étaient précisément des figures familière. J'ai grandi avec Cabu et Wolinski, j'ai écouté Bernard Maris, j'ai admiré l'obstination de Charb, et je ne suis pas le seul. Ces gens qui fustigeaient toute forme de nationalisme faisaient partie de l'identité française. Citons Honoré et Elsa Cayat, les autres dessinateurs. Vous avez tout à fait raison. Tignouz. Pardon. Il il peuplait le monde commun. Il contribuait à faire de nous un nous. Charlie Hebdo, ce n'était pas seulement un journal, c'était, nous l'avons compris ce jour-là, un album de famille. Éric Zemmour, hier à Réplique, où il était l'un de mes invités, disait que la tragique ironie de cette exécution, c'était que la tragédie de l'histoire avait frappé ceux qui croyaient être sortis de l'histoire, qui incarnaient l'illusion du cosmopolitisme, de l'individualisme, de l'hédonisme, de l'absence d'ennemis. Oui, et puis de l'histoire se répétant comme farce aussi. Voilà. C'était des farceurs aussi dans le bon sens du terme. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Charb, notamment, savait très bien ce qu'il faisait, ce qu'il risquait. La guerre avait fait irruption dans sa conception du monde. Il avait déclaré en novembre 2012 « Je n'ai pas de gosse, pas de voiture, pas de crédit. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. » En 2012 donc. Il avait commis, comme en publiant les caricatures danoise et en récidivant avec Charlie Hebdo, le pire des blasphèmes. Il avait insulté le prophète. Et tout le monde musulman s'en était ému. Des modérés, comme Dalil Boubaker, qui avait dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». C'est pas une phrase très modérée en réalité. Non, mais justement, il incarne la modération, des modérés donc aux extrémistes qui, dans les rues de Damas ou du Caire, scandaient « Europe, ton 11 septembre va venir ». La promesse a été tenue. Alors justement, je vous pose tout de suite cette question, est-ce que vous parlez de 11 septembre français ? Je parlerai de 11 septembre français parce qu'il y a là une césure historique. Mais, bien sûr, et nous y reviendrons, ce terrorisme est ciblé, premièrement, et deuxièmement, il vient de l'intérieur de notre société. Ce sont 2 différences capitales, mais quant à l'importance, quant au retentissement de l'événement, oui, je crois qu'on peut parler du 11 septembre. Mais vous étiez en train de parler des menaces sous lesquelles... Mais oui, mais justement, alors il y avait la promesse tenue. On punit les blasphémateurs, on ne se contente pas de s'attaquer à la liberté d'expression, on va chercher ceux qui ont péché pour les châtier précisément
de leurs crimes. Et le dessin, parce que après tout, des gens qui écrivent des choses tout à fait dures et fermes sur l'islam, le dessin, il y a vraiment quelque chose de religieux, en fait. Il y a quelque chose de religieux. Mais là aussi, alors, l'islam est une religion iconoclaste, nous dit-on. Sauf que il existe beaucoup de caricaturistes dans les pays musulmans qui ne se gênent pas pour dessiner sous les traits les plus atroces les juifs religieux et pour insulter leur religion. Toujours c'est la représentation de Dieu qui est du prophète. C'est la représentation de Mahomet également. La représentation de Mahomet a été punie, mais les clients du magasin Hypercacher, eux, n'avaient pas blasphémé. Mais ils étaient juifs. Et c'est cette appartenance qu'ils ont payée parce qu'elle suffit à faire d'eux des ennemis absolus, des ennemis criminels. J'espère, sans trop y croire, qu'il y aura cet après-midi autant d'affichettes « Je suis juif » que d'affichettes Charlie Hebdo. Bon, alors à ce moment-là, je vais vous poser directement ma question à ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment, comme l'a dit Jérôme Gage hier soir, les Juifs se sentent seuls? Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce que ces victimes juives, si vous voulez, sont en quelque sorte secondaires? Est-ce que vous avez ce sentiment? Je ne sais pas. Je crois que les gens sont en train quand même de prendre la mesure de la violence antisémite qui s'est exercée à Hypercacher. Simplement, je vais dire de manière plus générale que si je vais cet après-midi à la manifestation, c'est sans illusion excessive, notamment pour la raison que vous avez dite, mais précisément parce que derrière la belle unanimité populaire contre la barbarie sous toutes ses formes, une lutte sourde fait rage aujourd'hui entre deux camps, deux partis. Le parti du sursaut, incarné notamment par Philippe Val, qui, les yeux mouillés de larmes, a dit à la télévision qu'il fallait regarder la réalité de l'islamisme en face, qu'il fallait en finir avec les euphémismes, le refus de nommer, la logique de l'excuse. C'est d'une guerre culturelle qu'il s'agit, martelait Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Et puis il y a un autre parti, face au parti du sursaut, un parti malheureusement déjà, dès le lendemain du massacre dans les locaux de Charlie Hebdo, très bruyant, très agressif. Le parti de la soumission. Alors, je suis tenté de l'appeler parti de la soumission, car je viens de lire le livre de Houellebecq, ou parti du déni, ou parti du politiquement correct, ou encore PAQPT, parti de l'antiracisme qui a perdu la tête. Mais comme je ne veux pas me laisser emporter par mon élan, et comme je m'efforce en ces temps difficiles de ne froisser personne, je choisis finalement pour ce parti un nom que ses membres peuvent assumer, où ils se reconnaîtront aisément. C'est le parti de l'autre, avec un A majuscule, bien sûr. Le porte-parole de ce parti, son secrétaire général, et le fondateur et directeur du site d'information Mediapart. Voici ce qu'écrivait Edoui Plenel le lendemain du carnage à Charlie Hebdo, c'est-à-dire le jeudi 8 janvier. 8 janvier, c'est un signal d'alarme pour la société française, car à force de jouer avec les haines, nous produisons des monstres qui se retournent contre nos libertés fondamentales. Et alors, dans un tweet du même jour, il s'est fait très précis, à force de montrer au peuple un épouvantail, on crée le monstre réel, citation de Zola, commentaire de Plenel, ce monstre a tué 12 personnes le 7 janvier, autrement dit, l'islamophobie fabrique l'islamisme. Qui est islamophobe aujourd'hui? Houellebecq, Zemmour et moi qui osais parler d'un problème de l'islam en France et dans le monde. Autrement dit, le véritable auteur de cette tuerie, c'est moi et les autres incendiaires. Et Edoui Plenel appelle à une manifestation contre
Le Front National. Les incendiaires. Et le Front National. Mais les incendiaires, donc, je résume, et Louis Plenel, effectivement, incarne une position tout à fait sidérante. Le problème de la France, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islamophobie. Qui produit l'islamisme. Oui, bien sûr, qui produit l'islamisme. Et il faut évidemment d'abord se mobiliser contre la xénophobie et contre le Front National qui a été élu exclu, disons, de cette union nationale où on accepte le Premier ministre turc et quelques autres grands démocrates comme Viktor Orban. Mais là où, effectivement, on monte quand même un peu d'un cran dans l'ignominie, c'est d'accuser, disons, en quelque sorte, les quelques voix qui, disons, annonçaient ce qui est en train de se passer. Mais bien sûr, justement, dans ma déjà longue vie, j'ai rencontré des adversaires, j'ai rencontré des ennemis. C'est la première fois que je me retrouve nez à nez avec l'infamie. Mediapart est infâme. Alors on pourra me dire, voilà, j'accorde trop d'importance à ce site d'information. C'est un épiphénomène. Eh bien non. C'est un véritable parti, ce parti de l'autre. Nicolas Offenstadt, l'un des historiens qui a obtenu tout de même l'annulation du projet de la Maison d'Histoire de France, écrit lui-même dans Libération qu'il faut à tout prix éviter de partager l'émotion avec les franges islamophobes de notre société. L'enjeu fondamental de la manifestation... Non, il vaut mieux les partager avec les franges islamistes. Oui, voilà, l'enjeu fondamental de la manifestation est que notre République se préserve de toute islamophobie. Eh bien, c'est-à-dire, en effet, vous l'avez dit, non pas une manifestation contre l'islamisme, mais une manifestation contre l'islamophobie, c'est-à-dire, je le répète, contre Houellebecq, contre Zemmour, contre moi, mais aussi contre Charlie Hebdo, accusé de racisme et d'islamophobie ces dernières années par des humoristes comme Guy Bedos, qui disait Charlie Hebdo, j'en ai rien à foutre, qu'il crève. Et très peu soutenu. En 2011, nous étions quelques centaines, voilà. Place de l'Hôtel de Ville, et il y avait d'ailleurs une pétition anti-Charlie après l'incendie. Une pétition leurs locaux. Signée par les indigènes de la République, avec lesquels Mediapart a organisé un colloque sur l'islamophobie il y a quelques semaines encore. Je voudrais aussi parler du rappeur Nekfeu, qui, dans la bande-annonce du film La Marche avec Jamel Debbouze, réclamait un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo. Pour le parti de l'autre, il n'y a pas d'ennemi extérieur, car l'extérieur, c'est précisément l'autre. Il n'y a qu'un seul criminel, qu'un seul ennemi, l'Occident, coupable des attaques dont il est la cible, à force d'exploitation, d'oppression, d'exclusion et de discrimination. Et pour ce qui est de l'antisémitisme, le même discours prévaut. Il suffit de relire Edgar Morin. Les Israéliens persécutent les Palestiniens, ils les ghettoisent, ils les massacrent à intervalles réguliers. Les institutions juives s'alignent sur la position du gouvernement d'Israël. Résultat, une vague d'anti-judaïsme se propage dans le monde arabo-musulman. Conclusion, qui est coupable de la haine de la France ? Eh bien, ce sont les extrémistes français. Qui est coupable de la haine des Juifs ? Ce sont les Juifs. Oui, mais alors, très bien, on peut relever encore, il y a eu encore quelques perles, et même des normes, on y reviendra peut-être, mais néanmoins, est-ce que, et j'aimerais que vous parliez peut-être de la réaction des autorités politiques, qui a d'ailleurs été assez diverse, est-ce que le camp du déni, le parti de l'autre, excusez-moi, on a dit qu'on stigmatisait pas. Donc, est-ce que ce parti de l'autre n'est pas quand même de plus en plus minoritaire ? Est-ce que malgré tout, ce qui vient de se passer ne donne pas un coup de réel, en quelque sorte, à tout le monde ? Le président s'est empressé de dire que tout cela n'avait aucun rapport avec une religion, mais néanmoins, Manuel Valls a tout de même parlé de ce qui s'était passé dans certaines écoles au moment de la minute de silence. Mais donc, pour vous, cette unanimité républicaine, en fait, c'est la gauche qui nous fait le vieux coup de l'Union nationale. En fait, c'est pour mobiliser mon camp.
disons que le parti de l'autre n'a pas désarmé. Il est plus vindicatif que jamais. Il veut prendre la tête de la marche citoyenne, canaliser et incarner le mouvement d'indignation qui a saisi la France contre précisément le parti du sursaut. Vous avez raison, il n'est pas sûr du tout qu'il y parvienne. Mais quand Alain Juppé affirme que les terroristes sont des gens sans foi ni loi, j'ai bien dit sans foi, ou quand, à la grande joie de Claude Askolovitch, qui après avoir dans son livre Nos mal-aimés préconisé l'adaptation de la République à l'islam et non l'inverse. Enfin, à l'islam de ses amis salafistes, oui, en plus, de ses amis salafs. Et qui est aujourd'hui le représentant attitré, alors là pourrait-on dire, de la soumission sur e-télévision, quand donc le président de la République déclare solennellement, et vous y avez fait allusion, que les tueurs de l'hypercacher ou de Charlie Hebdo n'ont aucun rapport avec la religion musulmane. Et qu'a dit Claude Askolovitch, excusez-moi. Non, il a dit il bravo. s'est réjoui, ah oui, vous d'accord. Enfin, Voilà. il a dit bravo. Oui. Et il a dit la principale victime de toute cette affaire, c'est l'islam. Et donc, j'ai toutes les raisons d'avoir peur parce que, précisément, on a l'impression que pour ne pas si vous voulez, on vous dit ce sont des hommes sans foi, mais on ne peut retirer la foi à ceux qui sont prêts à mourir en martyrs. Et de même, si ça n'a aucun rapport avec la religion musulmane, qu'est-ce que le califat, qu'est-ce qu'Al-Qaïda, qu'est-ce que le Hezbollah, qu'est-ce que le Hamas, qu'est-ce que le djihad islamique, qu'est-ce que la fatwa toujours en vigueur contre Robert Redeker. Tout cela est le produit non de l'Occident, mais de l'islam. Je précise que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait une déclaration qui m'a quand même sidéré. Il a dit que les crimes qui avaient été commis attentaient plus aux prophètes et aux musulmans que tous les livres, toutes les caricatures. Bon, dont acte. Mais acte. Simplement, non. Là, je voudrais quand même vous poser une question, cher Alain Finkielkraut. C'est que cette question de l'amalgame, évidemment, est là pour nous empêcher de penser. En même temps, il n'est pas facile de nommer l'ennemi auquel nous avons à faire face. Il ne s'agit pas simplement de quelques fanatiques sortis de nulle part, et il ne s'agit évidemment pas de l'islam du coin de la rue. Alors, comment on le nomme ? Alors, je vais vous le dire. Voilà, et tout de même, je rappelle que des mosquées ont été attaquées. Heureusement, il n'y a pas eu de violence contre les personnes, mais il faut évidemment le condamner avec la plus grande fermeté. Alors, soyons extrêmement clairs. Il y a un risque réel à rendre, comme vous dites, le musulman du coin de la rue, le premier venu qui a l'air musulman, responsable de tous les crimes. Ce serait terrible, ce serait installer en nous l'esprit du pogrom, bien sûr. Et ça, nous devons y penser tout le temps. Cela étant, pour ne pas stigmatiser les musulmans aujourd'hui, on édulcore, on censure la réalité la plus difficile. Par exemple, on a fait l'impasse hier sur l'engouement et l'admiration pour Mohamed Merah parmi la jeunesse des quartiers dits populaires. Manuel Valls y a fait allusion. Oui, et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on va s'attarder très longtemps sur les difficultés extrêmes rencontrées par les professeurs de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs pour faire partager leur émotion devant l'horreur des massacres d'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Mais il faudrait peut-être pouvoir tout de même arriver à réfléchir vraiment froidement, en quelque sorte, au rapport entre l'arbre et la forêt, c'est-à-dire il n'y a pas aucun rapport, et l'un n'est pas équivalent à l'autre. Mais il me semble, par exemple, qu'on devrait pouvoir s'interroger sur la capacité d'une grande partie de l'islam, au-delà des extrémistes, au-delà des fanatiques, à accepter
une particularité assez française, c'est que en France, on peut se payer la tête de vos croyances. Alors d'abord, il faut rappeler que la liberté d'expression est douloureuse. On croit toujours que la liberté d'expression, c'est la possibilité donnée à chacun de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Donc, que cette liberté est douce. Non, car c'est l'obligation aussi faite à chacun d'entendre ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Oui. Et il s'agit, dans les démocraties, pour les uns et les autres, d'accepter la souffrance de l'opinion d'autrui. Tous les pays n'ont pas du tout la même culture, voilà. D'ailleurs, avec cette question de la susceptibilité. Mais il me semble que la France, c'est le pays où il ne faut pas être susceptible. Voilà, c'est le pays où alors il faut être susceptible, mais il faut savoir vivre avec ce genre de souffrance infligée à ce que nous sommes et à ce que nous pensons. Il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir dire aujourd'hui, en évitant encore une fois toutes les confusions, toutes les généralisations, en les combattant même, que l'islamisme ne procède pas de l'Occident, qu'il procède de l'islam. Il est la réponse au marasme actuel du monde arabo-musulman par la désignation d'un coupable, d'un ennemi. Il est le choix de l'accusation contre l'esprit d'examen. Et précisément, l'esprit d'examen a dégénéré en France en masochisme moralisateur et l'islam a beaucoup du mal à intégrer cette forme de désaveu ou de critique de soi. Remarquez, l'islam n'est pas le seul, parce que Edoui Plenel, en fait, ne cesse de s'indigner qu'on vous laisse parler, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Hein. Alors c'est une fuite en avant, en tout cas, c'est une fuite en avant dans la haine, comme l'écrivait Julius Margolin dans un tout autre contexte, à qui la faute, dit le haineux, et il trouve toujours un offenseur à portée de main. Et si d'aventure celui-ci ne se montre pas, c'est qu'il se cache, il faut alors le démasquer. Et que fait le progressiste ? Il aide l'islamiste à transformer une douleur vraie en offense imaginaire. Et donc, il n'y a pas d'union nationale, il y a aujourd'hui une bataille dont l'issue est incertaine entre le parti de l'autre et le parti du sursaut. Et si ce parti du sursaut l'emporte, alors, je le répète, on dira d'un même souffle, je suis Charlie, je suis Rélécaire. Je suis cachère. Et je suis cachère ou je suis juif. Et je suis policier. Et ce sera, si vous voulez, un critère. Nous verrons bien dans la manifestation et dans les événements qui suivent. En un mot, vous classez le président de la République dans quel camp ? Dans le camp de la synthèse. Oui. Et ça ne vous étonnera pas. Ça ne vous étonnera pas. Mais ce qui ne me rassure guère. Alors, pour finir, tout de même, j'aimerais revenir sur le sentiment des Juifs de France aujourd'hui. Manuel Valls était hier au rassemblement Porte de Vincennes. Je m'y trouvais aussi, et force est de constater qu'il y avait surtout des Juifs. Oui, bien sûr. Voilà. Benjamin Netanyahou, à lui, n'a pas tardé à appeler tout le monde, en gros, à l'Alia et à dire que la place des Juifs de France était en Israël. Et à vrai dire, sans qu'ils le disent, il y a un mouvement quand même, tout de même assez fort. Bien sûr, il y a un mouvement assez fort. Le sionisme, si vous voulez, c'est un peu ça. Votre maison naturelle, c'est Israël. Je ne pense pas cependant qu'il revienne à l'actuel Premier ministre d'Israël de le dire et de le dire maintenant. Je n'aime pas trop cet argument. Je crois qu'il ne faut pas partir en Israël pour, en quelque sorte, entériner la victoire des djihadistes. Beaucoup de gens se sentent en danger. Oui, les Juifs ont leur place en France et les Français, les autres Français, doivent aussi le leur dire. Donc, le moment actuel, si vous voulez, c'est celui du sursaut et du sursaut français. Juifs et Français, Juifs français contre cette abomination. Si demain, en effet, le parti de l'autre devait l'importer, et si les Juifs se trouvaient coincés
entre l'antisémitisme islamiste et un antiracisme qui consiste à leur clouer à la place, sur la poitrine, à la place de l'étoile jaune, une croix gammée sur le thème « Les Israéliens sont des nazis », alors là, oui, on pourra dire qu'il faut aller ailleurs, respirer un air plus sain. Bon, moi je crains surtout que ce soit le parti de ce que vous avez appelé l'effacologie. Qui l'emporte. Mais si c'est le cas, c'est très grave. Mais il faut mener la bataille. Qui l'emporte. C'est pour ça que j'irai à la manifestation tout à l'heure. Très bien. Eh bien, nous l'amènerons ici aussi. Merci Alain Finkielkraut. Évidemment, nous reviendrons sur les suites de ces événements. D'ici la semaine prochaine, on vous lit toujours dans Causeur et on lit aussi Philippe Muret, qui reste l'un des meilleurs remèdes à une certaine bêtise ambiante. Bonne semaine à tous.